On arrive au terme de cette série sur l'analyse hardware des 4 box Internet Fibre françaises haut de gamme. Donc après la Livebox 6 d'Orange, la B-Box Wi-Fi 6, la SFR Box 8, voici pour conclure la Freebox Delta Server. Et de ce que j'ai pu voir en réaction à mon tweet qui l'annonçait, c'est a priori la plus attendue des 4. Mais avant qu'on ne se lance dans l'aventure, je rappelle quelques petites infos qui étaient également valables pour les 3 précédents épisodes. Ici, je ne dispose d'aucun abonnement Internet Fibre, donc les mesures que je vais être amené à faire, qu'elles soient électromagnétiques, thermiques ou encore de consommation de courant, se feront sans aucun transfert de données possible. Oui, comme vous devez sans doute vous en douter, pour pouvoir faire des mesures en conditions normales d'utilisation pour chaque box, il aurait fallu que je dispose d'un abonnement Internet Fibre par fournisseur. Et pas besoin de vous faire un dessin, c'est évidemment pas possible. Autre point commun à tous les épisodes, cette analyse ne porte pas sur le décodeur TV 4K optionnel. En l'occurrence pour cette Freebox, c'est le player pop ou de Vialet. Et dernière chose, on est là pour analyser l'électronique et l'architecture hardware et non pas le software. Donc je n'aborderai rien de ce qui touche au logiciel, c'est-à-dire le Freebox OS et toutes ses applications. D'ailleurs, il existe déjà des tonnes de vidéos sur YouTube qui abordent en détail le Freebox OS. En revanche, pour ce qui concerne l'électronique, c'est le Sahara. Alors il faut quand même savoir que Free est le seul des 4 opérateurs télécoms à concevoir ses propres box internet. Et si vous avez vu les 3 précédents épisodes, vous aurez en effet constaté que ça n'est pas le cas de leurs concurrents. Donc c'est un détail qui a son importance et que je trouve tout à fait respectable. Voilà, tout ça étant dit, on peut maintenant attaquer dans le dur, ou dans le gras, ça dépend de l'angle d'attaque, et entamer cette analyse technique. Commençons déjà par jeter un œil à sa connectique à l'arrière. C'est un port USB-C qui est utilisé pour l'alimenter, mais il a une particularité et on va y revenir dans un instant. On trouve aussi 4 ports Ethernet RJ45 1 Gb, ici un port 10 Gb en SFP+, qui nécessite de l'équipement supplémentaire pour l'exploiter, un port RJ11 pour y connecter un téléphone filaire, et enfin un module fibre et son port SFP. Et à cet emplacement vide, on peut également y ajouter un module XDSL 4G de sécurité, mais qui est aujourd'hui devenu optionnel. Sur le côté se trouvent 2 ports USB 3, un en type A et un autre en type C. Devant, il y a un écran lumineux à base de LED ainsi que 4 pads tactiles et dessus, au niveau du couvercle ici, se trouve un lecteur NFC. Sous la box se trouve un compartiment contenant 4 baies SATA 2,5 pouces pour y recevoir jusqu'à 4 disques durs qui peuvent être configurés en RAID 0, 1, 5 ou 10, ce qui permet d'avoir un certain niveau de redondance de stockage de données et c'est très utile en cas de panne d'un ou de plusieurs disques. Il est également indiqué sur l'étiquette placée sous la box que sa tension d'alimentation est de 20 volts et qu'elle pourra drainer jusqu'à 4,5 A de courant, soit jusqu'à 90 watts en pointe. On va s'attarder un instant sur son boîtier d'alimentation qui s'appelle un Free Plug parce qu'il a la particularité de fournir 130 watts en 20 volts d'une part et d'exploiter le courant porteur en ligne, le CPL, d'autre part. Et tout ça via un port USB-C bidouillé pour répondre aux besoins de Free. En fait, voici par exemple un boîtier d'alimentation USB-C standard de 90 watts capable de fournir les 20 volts en 4,5 A. Et pourtant, si on lui demande d'alimenter cette Freebox, eh bien, il ne se passe rien, elle ne s'allume pas. Et c'est tout simplement parce que cette Freebox ne peut pas être alimentée par autre chose que ses Free Plug, malgré l'usage du port USB-C, étant donné que Free a pris la liberté de le customiser pour ses propres besoins. Si vous ne le saviez pas, au moment où cette box a été conçue entre 2017 et 2018, le standard USB Power Delivery permettait de fournir jusqu'à 100 watts de puissance sur une tension maximale de 20 volts. Mais à cause du player de Vialet, les Free Plug devaient fournir jusqu'à 130 watts, ce qui est au-delà du standard. Donc Free en a fait une version propriétaire, ce qui excluait tout autre type d'alimentation. Mais au mois de mai 2021, la norme USB Power Delivery est passée en version 3.1, ce qui a permis d'augmenter le plafond de l'USB type C à une puissance maximale de 240 watts, c'est-à-dire 48 volts en 5 ampères. Je suppose donc que pour leur prochaine box, Free exploitera cette norme en version 3.1 à travers l'USB-C. Bon, ça n'est qu'une supposition, hein. Mais en attendant, pour cette Freebox Delta, on doit faire avec ces Free Plug. Je vais maintenant vous expliquer brièvement comment ils fonctionnent.
On a donc deux parties bien distinctes, ce circuit qui gère le courant porteur en ligne et tout ce bloc-là qui est une alimentation à découpage traditionnelle qui délivre 130 watts. Le secteur en 230 volts arrive donc ici et se retrouve distribué aussi bien sur le bloc d'alim que sur le circuit CPL, ce qui fait sens. Si on jette brièvement un œil à ce circuit, on trouve notamment des transformateurs PLC qui sont là pour faciliter la transmission des signaux de données sur le réseau électrique. Le cœur du dispositif est ce système on-chip Qualcomm QCA7550 qui fournit entre autres la compatibilité HomePlug AV2 et qui permet de faire la passerelle entre un contenu Ethernet multiflux d'un réseau CPL et un réseau Ethernet à la norme 802.3. Et c'est justement ce transceiver Ethernet 1 gigabit Atheros AR8035 qui lui servira d'interface pour la connectivité Ethernet dont il a besoin. Et en bout de ligne, on a évidemment un module transformateur base T pour l'isolation électrique du signal. C'est donc à travers ce connecteur-ci que le signal Ethernet en provenance de la Freebox est reçu et transmis. Et cette ligne-là est un rail de tension de 20 volts en courant continu fourni par l'alimentation à découpage pour alimenter la circuiterie du CPL. On trouve aussi un peu de mémoire flash, ce boîtier 25L3233, 4 mégaoctets pour être précis, probablement utilisé par le Qualcomm 7550. Pour le reste, c'est-à-dire le bloc d'alimentation à découpage en tant que tel, je ne vais pas du tout m'attarder dessus car ça n'a pas d'intérêt. On a le primaire avec protection et filtrage ici, le bloc principal redresseur, transfo, commutateur, régulateur, etc. ici, et le secondaire ici avec en sortie les 20 volts pour la Freebox. Alors avant le démontage, un petit tour sur la balance et on obtient une masse de 1274 grammes. Comme je l'ai fait à chaque fois avec les trois autres box, je commence par mesurer la consommation électrique en temps réel durant toute la phase de démarrage, mais cette fois je vais aussi utiliser un sonomètre pour mesurer l'intensité du bruit émis par les deux ventilateurs et je le place à environ 20 cm de la box. Je rappelle qu'elle n'est pas connectée à la fibre, donc ces mesures ne sont vraiment représentatives que pour les moments où il n'y a pas de transfert de données. Le graphe que vous voyez là représente le relevé en décibels mesuré chaque seconde, et sur le puissance mètre, les valeurs indiquées sont ici la tension secteur en volts, ici le courant en milliampères, ici la puissance en watts et ici l'indication du 50 Hz, mais c'est une erreur parce que j'aurais dû le régler pour afficher le facteur de puissance. Bref. On constate que dès le démarrage, la puissance grimpe et le sonomètre mesure un peu moins de 60 décibels, mais c'est un moment où les ventilos sont sollicités. D'ailleurs, dès qu'ils ne le sont plus, ça redescend et ça se stabilise entre 38 et 40 décibels. Par contre, on est quand même à plus de 24 watts de puissance électrique consommée, c'est-à-dire entre 2 et 3 fois plus que les box concurrentes. Et vu qu'elle n'est pas connectée, la delta ne passera pas à l'étape 3, donc inutile de poursuivre. Et puisqu'on y est, j'ai envie de faire un petit test en déconnectant totalement le circuit CPL du FreePlug et refaire une mesure avec le puissance mètre pour voir quelle est la différence. Alors ça va se faire en accéléré, mais cette fois j'ai aussi réglé la quatrième valeur ici pour afficher le facteur de puissance et non pas le 50 Hz. Eh bien, on peut constater que la puissance consommée a diminué d'environ 3 watts, c'est donc ce que consomme le circuit CPL à lui tout seul dans le FreePlug. Pour ce qui est du facteur de puissance, avec plus de 0,75, c'est très correct pour ce genre d'alimentation à découpage. Je vais maintenant effectuer une première mesure de son rayonnement électromagnétique dans la bande de fréquences comprise entre 9 kHz et 200 MHz et j'utiliserai cette sonde de champ proche qui sera au contact du boîtier. L'objectif ici est d'avoir une idée de la puissance du rayonnement électromagnétique produite par les composants électroniques. La référence à 0 dBm est tout en haut sur l'axe vertical du graphe de l'analyseur de spectre et je vous montre cette séquence en accéléré x2 parce qu'on n'a pas besoin à ce stade de trop s'attarder sur la source des mesures obtenues. Donc sur cette région à l'avant du boîtier, on trouve un rayonnement mesuré à moins 25 dBm à 93 MHz. C'est assez significatif sur ce spectre et je pense qu'il émane des composants du module radio Wi-Fi puisqu'on est juste au-dessus. Mais en dehors de ça, je ne vois rien de spectaculaire, on fera une mesure plus précise lorsque j'aurai retiré le blindage et que les circuits seront exposés hors du boîtier. Voilà, on va maintenant pouvoir procéder au démontage et comme vous le voyez, l'opercule est intact, cette box n'a donc jamais été ouverte. Alors, ce qui apparaît tout de suite, ce sont évidemment les deux ventilateurs et on trouve attaché au couvercle la circuiterie de l'écran et du lecteur NFC. Chaque rectangle noir, rouge et bleu sont des antennes et il y en a une grande quantité. Les deux noirs sont utilisés par le module 4G, les autres sont pour le Wi-Fi tri-band multi-utilisateur, entrée multiple, sortie multiple. Voici donc le module fibre.
Il n'y a pas énormément de composants, l'essentiel est globalement concentré dans le circuit intégré qui se trouve sous ce dissipateur thermique, que je m'empresse de retirer pour qu'on découvre sa référence. Et c'est un système on-chip Broadcom BCM55030 qui est un circuit intégré assez complexe, il suffit de voir le résumé de ses caractéristiques, mais sur lequel on ne trouve pas de datasheet public, comme d'ailleurs tout ce qui vient de chez Broadcom. Si on peut résumer sa tâche en quelques mots, c'est une solution tout en un très complète, représentant une unité de réseau optique multidébit 10 gigabits 1 gigabit, exploitant des commutateurs capables d'opérer en couche 3, donc réseau, et avec prise en charge de la gestion du trafic. Donc les signaux en sortie du module SFP transitent par ces deux paires différentielles pour arriver jusqu'au processeur, et il est intéressant de noter qu'il y a aussi une autre paire différentielle qui boucle en redirigeant un signal sortant vers une de ces entrées. Et ce sont également à partir de deux paires différentielles que les signaux sortants du processeur transitent pour atteindre le connecteur de ce module fibre. On trouve également 4 mégaoctets de mémoire flash ici utilisée par le processeur via le protocole de communication SPI, et juste à côté ici se trouve le quartz qui permet de le cadencer à une fréquence d'horloge spécifique. De l'autre côté du circuit imprimé, on trouve d'ailleurs une EEPROM de 4 kilooctets en boîtier SO8 qui est accessible depuis l'extérieur du module, et tout ça ce sont des points de test qui permettent de débugger et monitorer certains signaux sur la carte. Et globalement le reste de ces composants regroupe l'électronique de puissance pour le courant et les tensions locales. On poursuit le démontage. On trouve ici la carte fille sur laquelle sont connectées les deux antennes 4G et qui reçoit également les deux modules dans leur boîtier blanc. Voici aussi les deux antennes 4G fabriquées par Erguin, une pour le côté droit et une autre pour le côté gauche, histoire d'équilibrer le rayon de réception du signal de part et d'autre de la box. Le substrat est fait de plastique noir et on distingue à peine la structure de leur bande métallique rayonnante. On va maintenant analyser la circuiterie du panneau frontal. Free a donc opté pour un panneau de LED plutôt qu'un affichage LCD classique. Et j'espère que vous aurez apprécié tout comme moi le double axel piqué effectué par ce bout de plastique, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis au ralenti. En tout cas, on est en présence d'une matrice de 169 LED parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Voici également les 4 pads tactiles lumineux. Et toutes ces LED sont pilotées par ce TCL 5952 de Texas Instruments qui est spécifiquement conçu pour les matrices de panneaux LED. Tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec la fonctionnalité NFC de la box est géré par ce contrôleur NXP PN7150 qui est un microcontrôleur architecturé ARM Cortex M0 dédié NFC, avec son propre firmware et son quartz externe pour le cadencer. Mais concernant cet afficheur, l'ensemble est orchestré par ce système on-chip CY8C40 architecturé ARM Cortex M0 Plus 32 bits, avec 32 kilooctets de mémoire flash, 4 kilooctets de SRAM, un ADC 10 bits, 2 DAC et j'en passe. Et c'est justement ce qui rend ce panneau LED complètement autonome, capable de communiquer directement avec le CPU de la Delta. Alors à ce stade, si je pèse la quantité de plastique versus l'électronique, ça nous donne 654 grammes de plastique, et 615 grammes d'électronique. Ce que je décolle là, c'est juste l'antenne du lecteur NFC qui vient se connecter ici. Et donc, une fois la circuiterie déployée, ça nous donne ça. Et bien entendu, on va en analyser le plus possible en détail, à commencer par le module radio Wi-Fi, mais il faut auparavant le désolidariser de la carte mère. Alors, ce qui est plaqué sur la carte mère sur le circuit que je viens de retirer, ça n'est pas du tout une plaquette géante de chewing-gum Hollywood goût fraise, parce que c'est vrai que ça y ressemble. C'est en fait une large bande de pâte thermique fait de silicone, donc non conducteur, et il sert notamment ici à assurer une isolation électrique entre les deux circuits. Je vais maintenant retirer le blindage du module radio Wi-Fi. Et sans trop de surprise, on y trouve beaucoup de circuits intégrés et de filtres céramiques. Et il y a deux petits morceaux de pâte thermique qui sont restés collés à la surface de deux puces, donc j'en profite pour les retirer.
Et je vous propose qu'on commence par analyser ce bloc-ci. Voici donc le principal composant de ce module Wi-Fi, un système on-chip PCA 9984 de chez Qualcomm, et on va en trouver 3 exemplaires, un pour chaque bande, puisque je rappelle que cette Freebox est tri-bande, une en 2,4 GHz et deux en 5 GHz. C'est un circuit dual band en 4x4 capable de fournir des débits de données en pointe jusqu'à 1,7 gigabits par seconde en Wi-Fi 5 et il exploite la technique multiples entrées, multiples sorties en multi-utilisateur pour maintenir des connexions rapides sur des réseaux même très encombrés. Voici un des filtres céramiques d'électrique monobloc Leanwave. Dans ce compartiment radio, il y en a 4 identiques, un par module frontal. Il agit comme un filtre passe-bande, c'est-à-dire qu'il ne laisse passer qu'une certaine bande de fréquences et il rejette toutes les autres. En l'occurrence, toutes les fréquences qui ne sont pas comprises entre 5150 et 5330 MHz sont rejetées et le 5235 inscrit dessus correspond à la fréquence médiane. Un filtre de ce type est composé de plusieurs résonateurs ou cavités conçus pour avoir des fréquences de résonance spécifiques et sont séparés par des éléments de couplage. Au niveau des 4 modules frontaux 5 GHz de ce premier compartiment, Free a choisi d'utiliser des QPF8538 de Qorvo. C'est un composant crucial pour le chipset Wi-Fi puisqu'il fait entre autres un travail d'amplification avant la transmission, d'amplification à faible bruit à la réception, de filtrage pour isoler une bande Wi-Fi, d'adaptation d'impédance entre l'émetteur-récepteur et l'antenne, et même parfois de commutation dynamique. Passons maintenant au compartiment central, ici. Comme je vous le disais, on y retrouve un second PCA 9984, mais cette fois il est en mode 2,4 GHz parce que ce compartiment est là pour la bande 2,4 GHz. Ces 4 minuscules blocs blancs sont des ballons RF céramiques qui permettent d'effectuer une adaptation d'impédance et une transformation de signal dans le but d'obtenir justement une conversion de signal plus efficace. Mais dans ce compartiment, on trouve aussi ce switch PCI Express deuxième génération de chez Pericom qui permet d'étendre le niveau de connectivité parce que l'interfaçage entre ce module radio Wi-Fi et le CPU se fait à travers le bus PCI Express de cette Freebox. Maintenant, pour ce qui est des modules frontaux en 2,4 GHz Wi-Fi 5, on trouve 4 Qorvo QPF8248 qui intègrent un amplificateur de puissance, un commutateur à 3 pôles et un amplificateur à faible bruit, et ça fait très bien le job. Jetons maintenant un œil au troisième et dernier compartiment, et en fait il est inutile de s'attarder sur lui parce qu'il s'agit globalement de la réplique du premier en termes d'architecture. Il est aussi conçu autour d'un PCA 9984, mais comme il est là pour la troisième bande, ce sont essentiellement les filtres céramiques et les modules frontaux qui changent. Cette fois, ce sont des QPF4518 toujours de chez Qorvo et en termes de fonctionnalité, ils sont assez similaires à ceux utilisés pour la bande des 2,4 GHz, mais ceux-là sont conçus pour du 5 GHz. Et pour ce qui concerne les filtres céramiques d'électrique, la fréquence médiane de ceux-ci est de 5697 MHz, donc tout ce qui est en dessous de 5490 et au-dessus de 5850 sera rejeté. Et bien évidemment, derrière tous ces filtres, on trouve les antennes 5 GHz et vous avez là un plan macro du connecteur UMRF. D'ailleurs, on va aborder une petite minute ces antennes microstrip. Toutes les antennes de cette box Delta sont fabriquées par Erguin et celles qui sont étalées ici ne sont que pour le module Wi-Fi qu'on vient d'analyser. Ces 4 premières sont pour la bande des 5 GHz et ces 4 autres sont pour la bande des 2,4 GHz. Si on jette un rapide coup d'œil à l'une d'elles, on y trouve une bande métallique agissant comme élément rayonnant qui décrit un motif bien particulier faisant référence au diagramme de rayonnement et aux caractéristiques directionnelles de l'antenne. Il y a globalement 2 types de diagrammes de rayonnement, le diagramme de champ électrique et celui de champ magnétique, mais on va bien entendu pas rentrer dans le détail ici, ça serait hors sujet pour cet épisode. Et si on observe ce genre d'antenne en projetant de la lumière par l'arrière, on voit un peu plus distinctement son élément rayonnant. Voilà donc pour le module Wi-Fi, on va maintenant pouvoir s'attaquer à la carte mère et à l'essentiel des éléments qui la composent et ils sont très nombreux. Bien entendu, le cœur de tout ce système est le CPU et pour l'identifier, je retire d'abord son dissipateur thermique. Il s'agit d'un Marvell 88F8041 et on va pas se mentir, il est assez monstrueux en termes de caractéristiques techniques si on en croit cette liste. Architecture ARM V8, donc 64 bits, cadencé à 2 GHz en pointe, contrôleur de mémoire DDR4 intégré, multiprocessing symétrique et asymétrique, virtualisation, 2 ports 10 Gigabit et 4 ports 2,5 Gigabit Ethernet, 4 ports SATA 3, 1 port PCI Express x4, la gestion de tonnes d'interfaces et de protocoles, tout un sous-système réseau et sécurité, et là, c'est juste 20% de ce qu'il peut faire. Bref, c'est du gros calibre, toujours d'actualité, et pourtant, il est sorti en 2017. Et juste à ses côtés, on trouve 32 Gb de mémoire EMC Flash NAND, soit 4 Go fabriqué par Samsung, et c'est ici qu'est entre autres stocké le FreeOS.
Il y a souvent des personnes qui me demandent pourquoi certaines pistes à proximité des circuits intégrés sont en serpentin comme ici au lieu d'être droites. Eh bien, ça permet de compenser les longueurs de trajet pour assurer que les signaux électriques atteignent simultanément leur point de destination. Et pour ce faire, on augmente la longueur du trajet d'une piste sans occuper beaucoup d'espace supplémentaire sur le circuit imprimé. Et ça permet d'ajuster les retards de propagation et de garantir la synchronisation des signaux. Au niveau de la mémoire RAM, c'est de la DDR4 en format barrette SODIMM 260 broches cadencé à 2666 MHz et par défaut Free a installé 2 Go. Mais il est techniquement possible de monter à 16 Go max en respectant bien ses caractéristiques. J'ai reconstitué ici la Freebox Delta en dehors de son boîtier, donc il n'y a plus que son électronique. Je retire le couvercle des 2 autres coffrets de blindage électromagnétique sur la carte mère pour pouvoir analyser ce qui s'y cache. J'ai aussi constaté qu'il n'y avait pas de transformateur d'isolation Bastet sur la carte mère, et bien c'est parce qu'ils ont été intégrés dans le boîtier des ports RJ45 juste ici à l'arrière. Alors étant donné que cette carte mère est assez chargée en composants, on va procéder par région en essayant de ne rien oublier d'essentiel et on commence par ici. Dans ce coffret de blindage électromagnétique, on trouve le petit frère du SOC qui est en 3 exemplaires dans le module Wi-Fi. Il s'agit d'un QCA9889 qui est donc un SOC WLAN double bande en configuration MIMO 1 par 1. Il gère le Wi-Fi 5 en 5 GHz ou le Wi-Fi 4 en 2,4 et 5 GHz. Par contre, en vitesse de pointe, il plafonne à 433 Mbps par seconde. Donc c'est le 4e processeur de cette box dédié au Wi-Fi. Dans cette même région, mais à l'extérieur du coffret, on trouve ce contrôleur hub USB 2.0. Il fournit une grande variété de fonctionnalités et il est architecturé autour d'un processeur 8 bits similaire à du RISC. Le Quartz à ses côtés le cadence à 12 MHz, après il n'y a pas vraiment matière à s'extasier, c'est juste un bon contrôleur USB 2. On change de région pour passer ici. On y trouve principalement 3 circuits intégrés et notamment ce hub USB 3 double port aux fonctionnalités plutôt complètes. Il dispose d'un quartz de 24 MHz pour le cadencer et il est bien entendu localisé à proximité des 2 ports USB. À côté de lui, on trouve ce TCA 9539 qui est conçu pour fournir des capacités d'entrée-sortie supplémentaires à un processeur prenant en charge le protocole de communication I2C, ce qui est le cas du contrôleur USB 3. Par contre, je ne sais pas pour quelle raison précise les concepteurs en ont eu besoin. Le 3e circuit intégré toujours du fabricant Texas Instruments n'est autre que ce contrôleur USB-C qui est bien entendu en connexion directe avec le contrôleur USB 3 qu'on vient de rencontrer, et il n'est pas surprenant de le trouver juste derrière le port USB-C qui n'est bien entendu pas celui de l'alimentation. On change à nouveau de région et celle-ci regroupe les composants en charge de la gestion du téléphone filaire au port RJ11 et le circuit intégré qui fait l'interface FXS entre le téléphone et le CPU et ce LE9641 en boîtier QFN. C'est une puce qui est tout particulièrement adaptée au gateway et aux solutions FTTX, donc c'est un choix plutôt judicieux et il communique avec le CPU via le protocole SPI. Il est naturellement précédé de ce petit boîtier suppresseur de surtension transitoire conçu pour protéger ce type de circuit contre les pics de tension sur la ligne téléphonique. Et vous pourrez constater qu'on trouve aussi pas mal d'électronique analogique et de composants passifs par ici. La prochaine région est brandée circuit intégré Marvell avec pour commencer ce switch 88E6141 capable de gérer 6 ports Ethernet gigabit et qui intègre sa propre unité centrale avec de la mémoire RAM, ce qui permet de soulager le CPU de la box en termes de traitement. Il dispose évidemment de beaucoup de fonctionnalités et on le retrouve dans pas mal de routeurs et de switches gigabit du marché. Et il y a donc cet autre composant Marvell qui est un transceiver intégrant notamment la couche physique Ethernet 1000 Bastet pour transmettre et recevoir les données sur la norme CAT5. Et ces données sont justement transmises et reçues par le port USB-C sur lequel se connecte le FreePlug et qui transitera donc via le courant porteur en ligne. Mais justement, on y vient avec la région suivante. La présence de ce transformateur LAN principalement utilisé pour l'isolation du signal et l'adaptation d'impédance et qui est placé entre le port USB-C et le transceiver en est une bonne illustration. Et d'ailleurs, je vais vous montrer de quoi il est constitué puisqu'on peut déclipser la partie supérieure. Tous les éléments en forme de tore sont des noyaux de ferrite. La partie inférieure est l'enroulement primaire, donc il transporte les signaux électriques du transceiver Marvell au transfo. La partie supérieure est l'enroulement secondaire qui est donc du côté de la sortie du transfo et qui transfère les signaux reçus de l'enroulement primaire vers les composants côté USB-C. Alors entre le port USB-C et ce transformer LAN, il y a 2 autres circuits intégrés, mais il n'est pas indispensable qu'on s'y attarde. Le premier est pour la protection du port contre les surtensions et le second pour la régulation locale de tension.
On est maintenant au niveau de la dernière région analysée et c'est encore des circuits radio qui vont être évoqués ici et notamment à travers ce système on chip DCX81 qui implémente la technologie DECT, c'est-à-dire le standard téléphonique sans fil utilisé pour les communications vocales domestiques et professionnelles et qui opère dans la bande de fréquence de 1,88 à 1,9 GHz. Il dispose de 2 mégaoctets de mémoire flash qu'on voit à ses côtés dans ce boîtier Winbond et qu'il adresse via le protocole SPI. Et dans le compartiment juste à côté se trouve un transceiver longue portée basse consommation Semitech SX1276 qui travaille dans une bande de fréquence de 137 à 1020 MHz. Je n'ai pas su déterminer son rôle exact, mais par contre j'ai pu déterminer qu'il dispose d'une antenne Erguin conçue pour la bande 433 MHz. Et c'est ce système on chip EFR32 architecturé ARM Cortex M4 en 32 bits, particulièrement bien achalandé en fonctionnalité multiprotocolaire, qui joue le rôle de chef d'orchestre de tout ce petit monde pour que ce module puisse fonctionner de façon autonome tout en étant sous le contrôle du CPU de la Freebox. Voici d'ailleurs une des 2 antennes microstrip dockées à la carte mère et utilisées en DECT. Et si on continue à observer la carte mère en longeant le connecteur de la mémoire DDR4, on finit par tomber sur un boîtier QSOP de 16 broches Analog Device qui n'est autre que le hub pour capteur de température et contrôleur de ventirad. Dans ces zones cerclées en rouge sont localisés des modules plus ou moins peuplés en composants qui sont en fait là pour gérer les tensions et les courants nécessaires aux très nombreux circuits intégrés à travers tout le système. Donc c'est de la pure électronique de puissance, il y a différents types de convertisseurs continu-continu qui présentent différentes topologies, on y trouve aussi des régulateurs de tension, des convertisseurs boost, des convertisseurs buck, etc. Et si l'un de leurs composants vient à devenir défaillant, ça peut introduire une instabilité en tension ou en courant qui pourrait à terme aboutir à une panne. Donc pour résumer, cette Freebox Delta Server est constituée de 9 circuits imprimés, c'est-à-dire la carte mère, le module radio Wi-Fi, la mémoire DDR4, la platine antenne RFID, la carte fille avec les connecteurs PCI, le module fibre optique, le panneau de LED et les 4 connecteurs SATA répartis sur 2 platines. Lors de la première mesure du rayonnement électromagnétique, j'avais annoncé que j'en ferai une seconde au niveau de la circuiterie et sur les 2 faces, donc c'est maintenant. Et on sent tout de suite que sans les blindages, les mesures relevées sont déjà un peu plus élevées, mais je ne suis qu'à 2 cm des composants, donc ça n'est pas très étonnant. On trouve un pic par ici à pile 100 MHz, qui est très probablement un canal produit par un SOC radio. Le niveau de puissance mesuré de ce pic est inférieur à moins 30 dBm. On change de face, on est maintenant côté CPU. Et je constate que c'est un peu plus brouillon en termes de mixité des signaux. Par exemple, je pense que certains modules d'alimentation auraient dû être confinés dans un blindage parce que le rayonnement n'est pas négligeable. Vous voyez, dès qu'on passe au-dessus, les valeurs grimpent. On note là une activité notable sur le transceiver Ethernet 1 gigabit avec un pic à 125 MHz qui correspond à son horloge interne de transmission RGMI. Voyons maintenant un peu ce que donne une observation de cette carte mère en l'état à travers une caméra thermique. On commence par la face avant sur laquelle sont soudés la quasi-totalité de ses composants. Alors il faut savoir qu'elle est en fonctionnement depuis environ 10 minutes mais sans être connectée à la fibre, et la température du CPU est de l'ordre de 64 degrés. On sent un peu d'activité sur le hub USB 3 ici. Même chose sur le transceiver Ethernet pour le CPL. Et sans réelle surprise, le module DECT est vraiment en sommeil. On va maintenant regarder ce que ça donne sur l'autre face. Alors, il y a 2 points chauds à plus de 70 degrés. Le premier à gauche est le soc Broadcom du module fibre. On sent qu'il a vraiment besoin de son dissipateur pour ne pas claquer. Et le second en bas à droite est le centre du rayonnement thermique du CPU sur la carte mère. Au niveau du Wi-Fi 5, il y a 2 chipsets qui se démarquent un peu plus, le switch PCI Express et le SoC Wi-Fi en 2,4 GHz. Et avant de passer à la conclusion, je vais effectuer une petite opération sur le gros CPU Marvell pour vous montrer qu'il est constitué de plusieurs puces de silicium et non pas d'une seule. Donc pour ce faire, il faut décapsuler son capot de protection métallique qui est collé sur le circuit imprimé contre lequel les puces sont plaquées. Et une fois retiré, on distingue les puces mais qui sont nécessairement enduites de pâte thermique. Mais une fois nettoyées, on peut observer les 3 puces en question, sachant qu'il s'agit de leur face arrière, donc la circuiterie n'est pas visible de ce point de vue. Voilà, on en a terminé pour cette analyse. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, j'ai dénombré pas moins de 72 circuits intégrés de minimum 8 broches dans cette box. 72.
Il y a des ordinateurs portables récents qui n'en ont pas autant. Pour moi, technologiquement parlant, elle surclasse toutes les autres et de loin. Et encore, celle que je vous ai montrée est une version Wi-Fi 5, sachant que depuis le mois d'août 2022, elle est disponible en version Wi-Fi 6E. Elle intègre un véritable serveur NAS, on peut créer et gérer des machines virtuelles, il y a le standard DECT, bref, elle a été pensée pour des technophiles et des geeks avec des tas de fonctionnalités qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais je ferai quand même 3 petites remarques négatives par rapport à elle. La première, c'est que toute cette puissance et toute cette électronique font qu'elle consomme beaucoup plus de courant que les autres. La seconde, c'est que de par le fait qu'elle n'a pas de refroidissement passif comme les autres box, elle est nécessairement plus brillante puisqu'elle a 2 ventilateurs. La troisième, et c'est pour moi la plus problématique, concerne son blindage électromagnétique que je trouve particulièrement léger pour ce type de machine, et en particulier à ce niveau de conception électronique. Free n'a même pas pris la peine de blinder les connecteurs PCI par exemple, alors que c'est quelque chose qu'on retrouve couramment dans la plupart des autres gros systèmes radio de ce type. Donc au niveau du blindage, je trouve que le travail qu'a fourni Sagemcom dans les box Orange et Bouygues est globalement de meilleure qualité. Et une info de dernière minute que j'ai pu lire sur le site internet Univers Freebox, il semblerait que Free ait pris la décision de retirer le lecteur de Vialet de ses offres et de laisser le choix aux abonnés entre le player pop sans surcoût et l'Apple TV 4K à l'achat. Il faut croire que ce player de Vialet n'a jamais vraiment trouvé son public malgré le fait que ça soit une bonne machine. Je pense que le principal problème venait du coût supplémentaire que ça entraîne. Maintenant que les 4 box ont été analysées, il n'est pas impossible que ça me donne envie de faire une petite vidéo supplémentaire d'une vingtaine de minutes pour les comparer, histoire d'avoir une sorte de résumé de leurs spécificités hardware, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. J'avais aussi promis de faire un épisode sur la Freebox Pop, parce que ça m'a été demandé un nombre incalculable de fois. Donc je vous confirme que je tiendrai ma promesse, ça sera un cadeau que je vous ferai pour les 300 000 abonnés. Bon, à l'heure où j'enregistre, il en manque 5000, donc ça va être pour bientôt. Avant de vous laisser, il y a aussi une chose dont je voulais vous parler. Je reçois assez régulièrement des messages me demandant des sujets sur lesquels j'ai déjà au moins consacré une vidéo. Ce qui prouve bien que les gens n'ont pas le réflexe d'aller voir ne serait-ce que la liste des vidéos existantes. Il y a à ce jour 119 vidéos, ça fait beaucoup de sujets abordés et je pense qu'il y en a même certains que vous ne soupçonneriez pas de voir sur cette chaîne. D'ailleurs, certains ne sont pas basés que sur de l'électronique. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le sommaire, j'ai mis le lien direct dans la description pour vous faciliter la vie. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, ciao!